Bonjour à tous, je suis Lorelai. Et moi, c'est Léa. Nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce nouvel épisode de I Am an Equestrian. Dans ce podcast, nous échangeons avec des professionnels de la filière équestre autour de discussions longues pour découvrir leur parcours, leur histoire et comprendre comment ces personnes inspirantes ont réussi à transformer leur passion en métier. Tous nos épisodes sont disponibles à l'écoute de façon permanente sur vos plateformes de streaming habituelles ainsi que sur le site internet et l'application de notre partenaire L'éperon. Cela fait plusieurs semaines que nous n'étions pas partis à la rencontre du concours complet. Et s'il y a bien un cavalier que vous nous avez demandé depuis la naissance de notre média, c'est bien lui, Karim Lagouag. On nous avait vanté ses qualités de communicant, et sans aucune surprise, nous confirmons ses propos. Karim Lagouag, c'est la trajectoire d'un sportif acharné, en quête de réussite depuis toujours. C'est aussi ce genre de personne qui sait se transcender lors de grands événements. Et il a su nous le prouver, à plusieurs reprises. Numéro 1 mondial en 2007, en gagnant un nombre incalculable d'épreuves. Puis, 11 ans plus tard, il réalise l'exploit et mène la France sur la plus haute marche du podium à Rio. C'était sans compter sur son aplomb et son indescriptible envie de réitérer la performance cette année même à Tokyo. Il y a de ces personnalités avec qui nous aurions pu parler pendant des heures, et clairement, Karim Lagouag en fait partie. Malgré le fait qu'il ait devancé absolument toutes nos questions, nous en avions encore 1000 autres à lui poser. Alors d'avance, si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous dire si vous en voulez un deuxième. Cet épisode est sponsorisé par la marque Elite qui est aussi partenaire de Karim Lagouag. Elite est une entreprise dijonnaise qui propose depuis bientôt 20 ans des airbags individuels pour protéger les cavaliers, toutes disciplines confondues. Le concours complet donc, comme Karim, mais aussi le dressage, le saut d'obstacle et toutes les autres disciplines. La société a été fondée en 2002 par Gérard Thévenot, un ingénieur français spécialisé dans la mécanique des fluides et passionné d'aéronautique légère que sont les ULM, Delta et les paramoteurs. C'est en pratiquant sa passion que Gérard Thévenot dresse rapidement ce constat, le taux d'accident est encore bien trop élevé. Il est convaincu qu'un bon équipement de protection peut aider un athlète et un passionné à pratiquer son activité plus sereinement pour profiter, performer et se dépasser, et imagine alors une gamme de protection airbag adaptable à toutes les activités à risque. Dès le début, Elite construit sa stratégie de développement et de recherche sur un pari dingue. Rendre le monde plus sûr en développant de nouvelles solutions intelligentes pour protéger et accompagner les personnes dans leurs pratiques sportives et quotidiennes. En se concentrant exclusivement sur le développement d'équipements de protection individuelle, l'entreprise est devenue peu à peu expert du secteur. Leurs airbags sont utilisés au quotidien dans des activités et sports très variés comme la moto, l'équitation, le vélo, la santé, l'aéronautique, les travaux industriels. Et ils sont bien sûr très appréciés dans le sport de haut niveau. Ce qu'on aime chez Elite, leurs airbags sont 100% made in France et fabriqués avec des matières textiles performantes et confortables. Ils offrent une protection complète des zones vitales avant l'impact au sol, c'est-à-dire les cervicales, le dos, le bassin, le sacrum, le thorax, grâce à un gonflage ultra rapide. De l'idée à la conception d'un airbag, un long processus et de nombreuses compétences sont engagées et leur technologie est toujours validée par de nombreux prototypes et crash tests. Alors si vous ne saviez pas encore quoi commander au Père Noël ou si vous ne saviez pas quoi offrir à vos protégés, pensez à commander un airbag Elite. Bonjour Karim. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous recevoir un peu en dernière minute. C'est vrai qu'on était en déplacement à côté du Mans ce week-end. On vous a écrit hier soir. Ce matin, vous nous avez répondu. Et voilà, on est là ce soir. L'idée dans ce podcast, on vous l'a dit, c'est vraiment de revenir sur votre parcours, retracer un peu votre chemin, évoquer aussi les grands sujets qui concernent le concours complet en l'occurrence. C'est un sport évidemment que vous connaissez très bien puisque vous avez un palmarès très fourni. Je vais citer que quelques-unes de vos grandes performances. En 2006, vous participez à vos premiers Jeux équestres mondiaux à Aix-la-Chapelle et vous réalisez la meilleure performance française en vous classant 10e avec Castello. En 2007, vous devenez numéro 1 mondial. En 2013, vous êtes médaille de bronze par équipe au championnat d'Europe. En 2016, vous êtes champion olympique. Voilà, la première médaille olympique avec Antep de Hus. En 2018, vous êtes champion de France. Et en 2021, cette année, vous êtes médaille de bronze à Tokyo avec Triton Fontaine, après être devenu titulaire, alors que vous n'étiez que réserviste au départ. Mais on voudrait quand même commencer par le commencement. Est-ce que vous pourriez nous raconter votre histoire, nous dire d'où vous venez, quel a été votre parcours jusqu'à votre accession au haut niveau, en 2007 notamment, où vous êtes devenu numéro 1 mondial. Est-ce que vous pouvez justement nous parler de vous, de votre enfance et de comment vous en êtes arrivé là ? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que le chemin a été long, puisque quand j'étais petit, j'étais assez dynamique et je courais partout. Et je suis monté dans les escaliers, je suis tombé, je me suis abîmé une hanche.
ce qui m'a valu d'être sur un lit roulant pendant 2 ans, bloqué sur un lit avec les jambes écartées, allongé pendant 2 ans. Et c'est la sœur de ma grand-mère, donc ma grande-tante maternelle, qui est restée à mon chevet, puisque mes parents travaillaient énormément. Mon père était acteur de théâtre et ma mère travaillait dans les hôpitaux dans le nord de la France, parce que je suis né à Roubaix. J'ai eu 6 mois de rééducation et 6 mois, enfin non, j'ai eu 6 mois de siège roulant et 6 mois de rééduc. Donc à partir de 5 ans, j'ai pu marcher normalement, on va dire. Donc à ce moment-là, j'ai intégré la maternelle. Avant, j'étais entre les hôpitaux et chez ma grande-tante. Donc c'est quelque chose d'assez atypique. Finalement, j'en garde pas beaucoup de souvenirs, que des bons, parce que je me rappelle que je me baladais souvent tous les jours donc le long de la digue à Berck-sur-Mer, à côté du Touquet, et je regardais les chars à voile, et le prof de char à voile venait de temps en temps voir pourquoi un gamin se faisait balader comme ça tous les jours, et on lui a dit bref, et il m'a dit j'espère qu'un jour tu remarcheras correctement et ce jour-là tu pourras venir faire du char à voile. Donc je me souviens d'ailleurs de m'être empressé à 5 ans d'aller en faire, donc j'en garde un très bon souvenir. Et ensuite mon oncle a toujours d'ailleurs une écurie à côté d'Orléans, à Sandillon. Il avait des poneys, un poney club, un club, une écurie de propriétaires, tout ça. Il faisait du complet aussi. Et il a nourri chez moi une envie de faire du poney, puisque j'en avais l'interdiction. Jusqu'à l'âge de 8 ans, j'ai pas pu chevaucher un poney. Donc ça a créé un manque, je crois, que je comble encore aujourd'hui. C'est une belle histoire, mais c'est vrai que j'ai eu cette privation, parce que je voyais les poneys, je voyais les enfants de mon âge monter. C'était chez moi, finalement, et j'avais pas le droit de les monter. Alors j'ai un peu grugé, je vous l'avoue quand même, je suis quand même monté discretos, mais de là le faire sérieusement, non, et j'ai eu vraiment envie. Par contre, j'ai beaucoup observé, donc j'ai développé des qualités d'observation à l'époque importantes. Aussi, tout m'intéressait évidemment, donc de regarder les autres enfants faire d'autres sports et tout ça. Ce qui fait que quand j'ai eu le droit de faire, j'ai commencé par la gymnastique, puisque c'était ce qui me donnerait les habiletés motrices que je n'avais pas eues suffisamment. Donc je fais beaucoup de gymnastique, ça m'a rendu un peu athlétique, souple, tout ça. Puis ensuite, mon docteur a décidé de dire ce qui serait bien, c'est qu'il fasse pas mal de sports différents. Donc j'ai fait du handball, de la boxe et du poney bien sûr, mais ça pas avant l'âge de 8 ans. Tous les sports un peu à risque, où on peut tomber ou avec des coups, j'ai pu les faire à partir de 8 ans. Donc je me suis un peu précipité sur tous ces sports à ce moment-là. Donc voilà, j'ai eu vraiment envie de faire du poney. Ensuite, à l'âge de 12 ans, j'ai eu le choix. Mes parents, vraiment sympas, m'ont dit si tu veux vraiment faire du cheval, ils avaient vu que ça me tenait à cœur. Nous, on est 6 enfants, 3 filles, 3 garçons. Moi, je suis l'aîné des garçons et j'ai 2 grandes sœurs. M'ont proposé de dire si tu veux faire tes études à Orléans chez ton oncle et pouvoir faire ta passion, si tu veux tu peux y aller quoi, tu vas nous manquer mais pourquoi pas. Alors j'ai sauté sur l'occasion évidemment. Moi j'y allais toutes les vacances, mais j'avais pas la possibilité d'y aller tout le temps. Donc là j'ai eu cette possibilité. Ouais, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la porte. C'est-à-dire quand elle est d'un côté de la porte, elle veut être de l'autre. Parce qu'en fait, elle croit qu'il y a ma femme et quand elle a vu que dedans, elle était pas là, elle était très déçue. Et donc, j'ai pu aller chez mon oncle pour faire donc, la 3e, la seconde. Et ensuite, j'ai fait un sport-études au Haras du Pin pendant 3 ans. Et là, j'ai découvert vraiment l'esprit de compétition. J'ai découvert ce que c'était que le métier du cheval. En fait, je faisais palefrenier, assistant vétérinaire, groom, tous les métiers qui existaient à ce moment-là. J'étais capable, en sortant de cette école, de le faire. Donc, cavalier maison, palefrenier, groom, etc. Bon. Et ensuite, j'ai fait mon monitorat, mon instructorat dans la foulée chez quelqu'un qui s'appelait, malheureusement, il est décédé, Gildas Donou, qui a été un prof extraordinaire, qui était à Compiègne à l'époque et qui a ensuite a été faire ses vieux jours en Bretagne, puisqu'il était breton. Alors on sait que les Bretons tiennent vraiment à leur retour aux sources. Donc il est reparti faire son bateau là-bas. Et donc il m'a beaucoup appris, beaucoup de techniques. Je suis rentré ensuite chez mon oncle à Sandillon et j'ai eu la possibilité de petit à petit m'améliorer. Alors je rentrais déjà tous les week-ends, régulièrement pour monter des chevaux chez mon oncle. J'avais fait un petit laps de temps entre mon sport-études et mon monitorat. J'avais aussi passé 1 an et demi ou 2 chez mon oncle, donc ça m'a aussi mis vraiment dans le coup du haut niveau, tout en sachant qu'en fait au départ, mon oncle
faisait lui du haut niveau, parce qu'il a fait des pré-olympiques, il était dans l'hélice, il a fait les championnats de France, etc. Pierre de France, donc. Et moi, j'ai récupéré, en fait, j'ai fait l'inverse de ce qui se passait à l'époque. C'est-à-dire que tous les chevaux qui n'allaient pas pour le complet, moi, je les récupérais pour faire du saut avec. Donc, j'ai commencé par le saut, finalement, avoir beaucoup de chevaux, parce que ceux qui trottaient pas, enfin, qui n'avaient pas d'allure, mais qui sautaient, je les avais. Ceux qui n'avaient pas assez de sang ou pas assez de courage, eh bien, je les avais aussi. Donc, je me suis retrouvé avec pas mal de chevaux de saut. J'ai fait notamment les 6 ans à Fontainebleau, des 135, etc. Donc, des belles épreuves pour quelqu'un de 17 ans, 18 ans. Et puis après, je suis retourné chez mon oncle après mon monitorat instructorat. Et j'ai bénéficié, je dirais, d'une usine à chevaux, puisque je me suis retrouvé avec, en très peu de temps, je me suis retrouvé avec 37 chevaux de compétition. C'est vrai qu'à l'époque, c'était une autre époque justement, et on n'était pas nombreux pour s'en occuper, on était 3, donc ça faisait beaucoup de travail. Par contre, moi ça me passionnait, j'étais tout le temps en concours, enfin je sais pas combien de parcours j'ai pu faire par an, mais c'est surréaliste. Je sais pas si j'ai été égalé peut-être par mon prédécesseur, mon successeur pardon, qui est Mathieu Lemoine. Moi quand je suis parti m'installer avec ma femme Camille, eh bien lui il a pris mon poste, et donc il a certainement dû aussi en faire beaucoup. Et voilà la relou. Et voilà la sous-préfète. Elle la trouve pas. Et donc là, j'ai gravi les échelons du haut niveau. Il faut savoir qu'en général, les chevaux avec lesquels je faisais du haut niveau, c'était ceux qu'on n'arrivait pas à vendre, parce que c'était une écurie de commerce. Donc j'ai eu Histoire de Tribal, dont je suis très fier de l'avoir encore dans mon pré aujourd'hui. Ça a été vraiment l'un de mes premiers chevaux avec le Fanois, qui m'a permis d'avoir mes premières victoires, notamment le Lion d'Angers, que j'ai pu gagner. J'y étais jamais allé, c'est en 2001, je crois, et championnat du monde des 6 ans. Et on m'avait dit, il faut que tu ailles au Lion d'Angers, c'est super beau, c'est génial, c'est vraiment, il y a du monde. Fièrement, j'avais dit, moi, quand j'irai, c'est quand j'aurai un cheval. Et j'y suis allé, donc avec Histoire, j'ai gagné. Le deuxième, c'était le cheval de Nicolas Touzin, Hildago de Lille, qui a gagné Badminton. C'était le deuxième à ce moment-là. L'année suivante, on s'est inversé. Lui a gagné, moi j'étais deuxième à 7 ans. Donc c'était une belle histoire, si je puis faire ce jeu de mots, parce que c'est histoire de tribal. Ensuite, j'ai gagné mon premier 4 étoiles. J'ai gagné mon premier, l'équivalent du Grand National aujourd'hui, donc des A1. Enfin, ça a été vraiment un cheval important. Et puis d'autres, donc Truval, Mekmaïdé, vous le citiez tout à l'heure, avec lequel j'ai pu être 10e des championnats du monde, avec encore un peu celui qui n'était pas trop en vogue. Pourtant à ce moment-là, j'étais aussi remplaçant et on n'avait pas forcément envie que j'y aille. Et finalement, j'ai eu ma sélection et je me retrouve le meilleur français. Donc j'ai déjà marqué un peu les esprits à ce moment-là. Ensuite, également, comme vous le disiez, numéro 1 mondial. Pendant pas mal de temps en plus, parce que en fait je suis allé en tout début de saison, il y a Barroca d'Alva qui a un concours au Portugal, et il faisait une tournée, donc tu faisais 1, 2, 3 étoiles de l'époque, donc tu rajoutes une étoile maintenant, donc ça fait 2, 3, 4 étoiles, et puis une semaine de repos, et à nouveau on enchaîne, machin. Donc nous ça faisait nos vacances, et en même temps faire les 2 épreuves d'affilée. Et je crois que j'ai gagné toutes les épreuves. Et j'en avais pas qu'un par épreuve. J'étais 1, 2, un truc surréaliste. Donc je me suis retrouvé, comme les compteurs sont remis à 0 en début d'année, je me suis retrouvé en février, au 15 février, donc très tôt. Numéro 1 mondial. Ah bah oui. Et le temps que le mec rattrape les points, comme il y avait beaucoup d'épreuves et que j'avais beaucoup de chevaux, ça m'a permis d'être numéro 1 mondial. Donc ça a été une grande fierté. Et ça a été aussi, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, ça a été l'opportunité de vivre ce que c'est que d'avoir la notoriété, d'être vraiment le cavalier phare du moment, c'est-à-dire faire des pages de couve, avoir des interviews comme celles qu'on a en ce moment, sans arrêt En fait, nous on a tendance à dire dans notre jargon, on a beaucoup d'amis à ce moment-là, et en fait le problème c'est que c'est très éphémère, c'est-à-dire quand vous n'y êtes plus, d'un seul coup vous n'avez plus de coups de fil, vous ne faites plus de couverture évidemment, ou alors il faut encore gagner bien sûr, mais c'est vrai que là j'avais quand même un peu souffert, j'avais pas anticipé ça, et pendant quelques mois j'ai un peu tendu le dos parce que j'étais un peu déçu en fait, et ça m'a beaucoup servi finalement pour la suite de ma carrière, parce que quand j'ai été champion olympique en 2016, je me suis vachement protégé quand même, j'ai profité, mais je me suis protégé aussi, j'ai pas cru au Père Noël en fait, j'ai pu avancer comme ça prudemment, et le fait de retomber finalement assez vite
on va dire en fin d'année, quoi. Vous êtes champion olympique au mois d'août, et au mois de décembre, déjà, on vous a un peu oublié. Ça m'a pas tellement choqué, mais au contraire, moi, j'ai inversé la tendance en essayant de populariser beaucoup plus cette médaille et de le complet d'une manière générale, ce que je continue à faire aujourd'hui. Et par la suite, champion olympique, et puis aujourd'hui, à nouveau, Tokyo, malgré toutes ces difficultés. Déjà d'avoir perdu mon bon cheval, bien sûr, malheureusement, en TB2US, qui est mon cheval de cœur, que j'aimerais avoir encore aussi aujourd'hui à l'écurie, malheureusement, c'est comme ça. Mais j'ai pu, non pas le remplacer, parce que c'est un cheval irremplaçable, mais trouver un nouveau cheval pour, en Triton-Fontaine, et d'avoir quand même une médaille. Donc, c'est une histoire avant tout d'équipe, parce que moi tout seul, tout le monde le sait, je suis pas très fort. Par contre, quand j'ai des gens autour de moi pour me soutenir, je suis très bon. Et donc, je suis en train d'agrandir encore l'équipe aujourd'hui. Alors, on le fait ensemble, parce que finalement, je pense que dans mon entourage, je n'ai pas que des gens qui ont envie d'une équipe, mais ils se prêtent au jeu, parce qu'ils voient que en fait, plus c'est plus, ça fait plus, tout simplement. Vous avez abordé tellement de sujets sur lesquels on va revenir, mais du coup, il y a plein de choses à dire. Mais j'aimerais bien qu'on parle de vous. Là, on a parlé de votre parcours, mais maintenant, j'aimerais bien qu'on parle de vous. Quand on a dit, donc ce matin, parce qu'on n'était pas trop en avance, qu'on allait venir à votre rencontre, on nous a répondu 2 choses. La première, c'est que vous étiez un très bon communicant et que l'exercice du podcast allait vraiment bien vous convenir. Ça, je crois qu'il n'y a pas de doute. Qu'on allait beaucoup rigoler aussi, ça, on le savait. Et on nous a aussi dit que vous étiez quelqu'un de très sympathique, de très ouvert justement à la communication, aux médias, à communiquer, à partager votre histoire. Comment vous décririez aujourd'hui si on vous demandait de nous dire qui vous êtes en termes de personnalité? Qu'est-ce que vous metteriez en avant? Moi, j'ai une règle de vie que j'espère apporter également à mon entourage et à mes enfants. C'est que, en fait, moi, j'aime bien me retourner et derrière, c'est tout droit, quoi. Je n'aime pas avoir des casseroles, qu'il y ait des problèmes. Moi, quand j'ai un problème, je le règle tout de suite. J'essaie, en tout cas. J'essaie d'être loyal, d'être correct. Alors, je suis pas quelqu'un de facile à vivre pour autant, parce que je suis très exigeant. Mais quand tout va bien. Mais quand ça va pas, on est là pour dire les choses. Mais voilà, c'est aussi quelque chose d'assez sain, finalement, pour que derrière, moi, j'ai rien à me reprocher, que les gens n'aient pas non plus. Moi, j'aime pas, par exemple, ne pas pouvoir dire bonjour à quelqu'un, ou ne pas... je dis pas qu'il y a des gens qui aiment, mais il y a des gens que ça dérange moins. Je dis, lui, je lui dis plus bonjour, elle non plus. Voilà. Moi, je supporte pas ça. C'est impossible. Je déteste ça. Donc, j'essaie d'être le plus droit possible, le plus correct vis-à-vis des gens. Alors, effectivement, il y a des gens malfaisants, mais ceux-là, je les... en général, ça ne matche pas. Donc, vite, je les intéresse pas trop non plus, finalement, sans être forcément hostile, mais ils sentent qu'il n'y a pas de possibilité. Donc, je dirais que, j'aime vraiment la sincérité. Et je trouve que... alors, il faut des années, voire des dizaines d'années, pour vraiment en avoir les fruits. Mais aujourd'hui, dès que je demande quelque chose à quelqu'un qui me connaît ou qui demande à d'autres personnes, franchement, je suis récompensé. Donc, parfois, on se dit, je me suis fait un peu avoir, d'accord. Mais sur du long terme, vraiment, c'est quelque chose de bien. Et moi, je suis un peu, on va pas dire bisounours, parce que j'ai les pieds sur terre, j'espère en tout cas. Mais j'aime bien être droit, d'être carré, en tout cas le plus possible. Et vis-à-vis des chevaux, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire essayer d'avoir une bonne longévité. On parle beaucoup du bien-être animal, etc. Mais pour nous, c'est une évidence. Alors, il faut communiquer là-dessus aujourd'hui. Enfin, tu as l'impression que c'est une plaisanterie. Passer une journée avec moi auprès de mes chevaux, avec mon personnel, avec tout l'environnement qui est fait ici à l'écurie et ailleurs. On parle même de thalassothérapie, il y en a une à côté d'ici. C'est quelque chose qui s'est beaucoup popularisé. Et on s'aperçoit que... Et j'entendais Kevin Stott le dire, je crois que c'est sur votre podcast aussi, de dire que ça marche, quoi. Plus votre cheval il se sent bien, et plus il est performant. Donc c'est génial, enfin je veux dire, parce que vous avez quand même des gens, c'est arrivé, je citerai pas de nom parce que j'en ai même de mémoire, je sais pas, mais je sais qu'il y a certainement des gens un peu malfaisants, maltraitants, c'est possible. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens maltraitants sans le savoir finalement. Oui. Les gens ils pensent bien faire. Et ils leur font mal. Heureusement, c'est des gens ouverts. Donc, quand ils tombent sur la bonne personne qui leur dit, mais attendez, vous faites pas ça correctement. Et là, votre cheval, il a mal ici, il a mal au dos, il est mal nourri, il est trop gros. Enfin bon, voilà. Sans vraiment gros de maltraitance. Les chevaux sont pas malheureux, mais pour faire du sport, c'est quand même un peu compliqué. Et donc, ce bien-être animal, il est aujourd'hui au cœur de toutes les publicités. Mais il faut savoir que par rapport à ce que nous, on faisait avant,
ça ne change strictement rien, simplement de devoir un petit peu plus en parler, ce qui est bien d'ailleurs. Parce que moi, je me suis aperçu récemment, par exemple, que moi, je fais du pentathlon aujourd'hui. Je fais du pentathlon moderne. Quand je discute avec 50 personnes, dont un pourcentage extrêmement important qui ne connaissent rien aux chevaux, mais qui l'ont vu à la télé, moi, on m'a posé 50 fois la question, et c'est pas trop difficile d'avoir votre cheval au dernier moment Mais je dis, mais attendez, mais je fais pas du pentathlon. Je dis, moi, je fais du concours complet d'équitation. Mon cheval, je l'ai eu quand il avait 4 ans, et quand il a été au jeu, il avait 11 ans. Je monte tous les jours. Voilà, je monte tous les jours. Le but, justement, c'est que de faire attention que dans son esprit, tout soit limpide, que je mets mes codes sur lui, que j'essaie qu'il n'y ait pas trop de cavaliers avant qu'il l'ait monté, pour qu'il n'y ait que mes codes dessus, pour que ça soit un couple. Je veux dire, bon, je dis là, j'ai vécu vraiment autre chose avec Triton Fontaine, parce que j'ai l'habitude de dire... c'est comme un remariage, même si je me suis jamais remarié. Mais j'imagine qu'il faut faire avec toute l'historique de la personne et faire des concessions. Bon, bah, c'est ce que j'ai fait avec Triton. Et franchement, j'ai été aussi, encore une fois, récompensé parce que ça a été une multitude de choses rocambolesques. J'ai eu, on va dire, une fusion avec ce cheval. Dès le départ, je l'ai senti. Et pendant 6 mois, j'ai tout gagné. J'ai gagné le 4 étoiles surdoté de Jardy. Et je me suis dit, ça y est, je suis arrivé, je vais tout gagner, les Europes, le monde et tout. Et malheureusement, les 10% de performance qui me manquaient pour rivaliser avec les tout meilleurs dans les 5 étoiles, là, il m'a fallu 2 ans par contre. Et donc, j'ai dû repartir de la base. J'avais utilisé toutes les techniques, tout ce qu'on peut imaginer du bien-être, tout ce qu'on peut imaginer, je l'avais fait. Et je me suis dit, bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais redescendre de niveau 0, niveau, on va dire, 1 étoile ou 2. Et je vais faire ça pendant 3-4 sorties, parce que nous, on n'en fait pas beaucoup par an, on fait 7 sorties par an. Donc, j'ai fait 3-4 épreuves comme ça, où j'ai essayé d'avoir de la marge, énormément de marge, et d'être lié à lui d'une façon, voilà, comme je lui donnais des intentions, on va dire, moins rapides, parce que là, dans ces épreuves-là, ben, vous sautez un obstacle, puis le suivant, il est un petit peu, au lieu d'être à 3 foulées à l'équerre là, ben, il est à 4 ou 5 foulées, mais un peu plus dans l'axe. Donc là, il comprenait, quoi. Ça allait pas trop vite, il lui manquait il me faisait pas assez confiance, j'avais pas tout son cœur, j'avais pas tout son esprit, il se préservait quelque part par son historique, parce qu'il me connaît pas assez bien, donc il fait confiance à lui avant, enfin je veux dire au dernier moment, s'il doit choisir, c'est lui qui choisit, pas moi. Alors que moi j'ai fait la reconnaissance, pas lui, vous voyez, dans ce registre-là. Et donc, et ça a marché, et c'est la raison pour laquelle aussi j'ai pu être sélectionné et avoir cette possibilité d'avoir cette médaille. Donc j'ai été à nouveau récompensé grâce à l'écoute, voilà, c'est beaucoup de choses que j'ai envie de dire aujourd'hui, parce que vis-à-vis du grand public surtout, ne peuvent pas imaginer tous les sacrifices que l'on fait pour nos chevaux. Et d'ailleurs, j'ai un coach physique, moi, et mental depuis 2016, et il a écrit un bouquin en disant le cavalier, ce sportif qui s'ignore tant, parce que vous demandez à tous les mecs de haut niveau, maintenant c'est un peu la mode quand même, la mode si je puis m'exprimer ainsi, c'est normal on va dire maintenant de faire du sport à côté, même s'il y en avait qui le faisaient déjà, mais globalement à mon époque quand j'ai débuté en tout cas c'était pas trop le cas, il me disait mais c'est incroyable de savoir autant de choses sur le cheval et aussi peu sur toi, tout en sachant que toi, t'es pareil que le cheval, en fait. Dans ta tête, t'es comme ci, dans ton corps, t'es comme ça. Il y a la chimie sanguine, le muscle, il y a les connexions neuronales, enfin, les temps de récupération. Enfin, il m'a dit, mais comment vous êtes aussi ignorant de vous-même ? Et voilà. Et donc, bon, c'est super intéressant de se dire que, voilà, tout ce qu'on fait pour le cheval, au détriment de notre propre personne, bien sûr, sans forcément le savoir, hein, mais voilà, moi maintenant, en plus je prends de l'âge, donc je prends soin de mon corps, j'essaie d'être un peu plus... je travaille beaucoup sur la respiration, et je coordonne ma respiration à celle du cheval, enfin, plein de trucs, j'essaie, voilà, moi j'ai toujours été curieux, toujours voulu avancer comme ça, toujours un truc, pas forcément un coup d'avance, mais tout m'intéresse, donc il y a des choses que je laisse de côté parce que j'essaie, puis finalement ça m'intéresse pas, et il y a des choses que je prends, et des automatismes que j'ai pris au fur et à mesure, comme ça, en m'entraînant sur moi-même, en faisant de la méditation, respirer convenablement, faire des exercices de respiration. Moi, j'ai découvert les exercices de réputation, de respiration, il y a en 2016, justement. Ça m'a amené même d'aller jusqu'à la méthode Wim Hof et me plonger dans des bains glacés, etc. Parce que c'est le bain glacé, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est du stress. Il agresse votre corps et il faut réagir pour supporter. Et pour supporter, vous respirez d'une certaine façon avant pour vous préparer. Une autre, vous décontractez votre corps. Tout ce que votre corps, lui, va vous indiquer, et c'est pas bon. C'est-à-dire vous allez vous mettre en mode fuite,
c'est-à-dire, je sais plus si c'est le système sympathique, parasympathique. C'est vous qui reprenez le contrôle par la respiration, vous reprenez le contrôle. C'est-à-dire par la chimie sanguine, c'est-à-dire les échanges gazeux, vous rendez plus rare le dioxyde de carbone et vous apportez davantage d'oxygène, contrairement à ce qui se passait. Et à ce moment-là, hop, ça rechange les messages d'alerte du corps. Bon, le bas de combat, c'est la guerre. Voilà. Donc, on apprend beaucoup là-dessus. Bon, voilà, vraiment, ça m'intéressait. Avant, je ne me posais pas la question. Il y a des choses sur lesquelles je pense que je faisais très bien, mais sans mettre une explication au bout. Et je trouve qu'au final, c'est pas mal parce que, aussi, même si au départ, j'avais peur, justement, parce que comme je pense ne pas stresser trop, et plutôt pas impacter, en tout cas pas négativement, parce que je me suis aperçu assez vite que plus j'avais de pression et meilleur j'étais par rapport aux autres. Alors je dis pas que je surpasse mon niveau, je sais pas, peut-être un peu, mais en tout cas quand d'autres s'effondraient, moi j'étais bon. Donc et je pense qu'une des premières fois, notamment, c'est 2001 au Mondial du Lion, où il y avait du monde partout. J'ai dit je faisais coucou à tout le monde sur le parcours. Enfin, je me suis fait incendier d'ailleurs. À l'époque, c'était déjà Thierry Touzin qui était entraîneur. Et il m'avait dit non, mais ça, je veux plus voir, hein, mon gars. Machin, bon, bref. Donc voilà, j'ai aimé. Je me suis baladé, quoi. Ok, j'ai fait coucou à tout le monde, mais enfin, j'ai eu aucun sursis. Enfin voilà. Donc je me suis surpassé. Après, j'ai dû canaliser mon énergie, mais j'ai dû apprendre beaucoup sur moi-même aussi, parce que et pour terminer, parce qu'il y a d'autres questions, parce qu'en fait, grâce à un coach mental. Ça, je me cache pas de le dire. J'ai essayé de me brimer, justement, d'avoir envie de regarder les gens entre deux obstacles, à des endroits, et je regarde. Mais en fait, je suis pas totalement sur la personne. Je regarde, mais voilà. Et ensuite, j'écoute mon cheval qui galope, parce qu'à chaque foulée, il faut quand même être présent, etc. Mais j'ai besoin, moi, de capter l'énergie des autres, en fait. Je l'ai pas en moi. Il y a deux cas, il paraît, en tout cas, selon ce coach mental, Christian Nicolai, pour ne pas le citer, m'a dit. Voilà, il y a des gens, ils ont la force en eux, et il y en a un autre, ils ont besoin des autres. Bah, moi, je fais partie, évidemment, j'ai envie de dire, de la deuxième catégorie. Et depuis ce jour-là, je ne me suis plus brimé déjà, et je me suis senti mieux. Et puis, j'ai agrandi mon équipe, et aujourd'hui, on est très, très, très puissant. Vous êtes très très fort, Karim. On vous a posé une question, vous avez répondu, vous avez digressé et vous êtes revenu à la question. Par contre, vous anticipez toutes nos questions. On l'avait un peu prévu, bon, ça. C'est pas grave, on va y revenir, il n'y a aucun problème. Je répète. Non, mais on va y revenir parce qu'il y a à creuser. Je vais juste revenir pour le coup sur un autre sujet. Vous nous avez dit que vous aviez fait beaucoup de CSO et vous en faites encore. Vous êtes demain au Mans, par exemple. Et c'est un sujet qu'on aime bien aborder quand on vient à la rencontre du concours complet, justement. Quel parallèle est-ce que vous pouvez faire entre ces deux systèmes qui sont fondamentalement différents ? Vous l'avez dit, à la fois en termes de sorties de concours tout par an, en termes de nombre de chevaux avec qui les cavaliers travaillent. Dans le CSO, c'est vrai qu'on arrive plus à former un piquet de chevaux large, alors qu'en concours complet, on a souvent un bon cheval. Voilà. Quel parallèle est-ce que vous faites ? Et d'après vous, le concours complet pourrait s'inspirer de quelle technique du jumping ou même du système, du sponsoring ? Enfin voilà, c'est une question qui est très très large, mais je sais que vous allez bien y répondre. Alors vous avez bien posé la question, parce que vous m'avez demandé de faire des parallèles. Parce que je pense que ça reste deux disciplines totalement parallèles. Il n'y a pas de recoupement, pour moi. Elles ne se recoupent pas. Et j'ai tendance à dire, alors attention, je ne veux pas passer pour un prétentieux, ou c'est dit vraiment de manière hyper lucide, parce que moi j'adore les deux disciplines. Et ce que je peux vous dire, c'est que moi, ça me fait penser au football et au rugby. Moi, je me considère rugbyman quand je fais du complet, et je me considère footballeur quand je fais du saut d'obstacle, parce qu'il y a plus de monde qui pratique, il y a plus d'argent dans ce sport-là, il y a une autre ambiance, et de l'autre côté, il y a moins d'argent, il y a plus de risques, il y a des valeurs qui ne sont pas les mêmes, et je trouve que les deux sont assez bien. Mais moi, j'adore le foot, par exemple, mon fils fait du foot, je n'essaie pas de dévaloriser, parce que le grand public, encore une fois, va dire bah oui, bah alors les mecs, ils sont surpayés, c'est des prétentieux, etc. Et de l'autre côté, c'est des bourrins et tout ça. Non, il faut qu'il y ait de la nuance là-dedans, bien entendu. C'est même pas ça du tout. Il y a des valeurs un peu d'équipier quelque part, un peu plus, je pense, dans le complet. Parce qu'il y a plus de risques, parce qu'au départ, pour se lancer, c'est un truc un peu plus de courageux, entre guillemets, enfin, je sais pas, qui recherche ce genre de choses.
Parfois par hasard, on peut se retrouver en complet. Moi, c'est familial. Voilà, je suis tombé là-dedans. Bon. Et pour en revenir à la question principale, mais je crois que quand même, il y a un peu de ça. C'est-à-dire, on évite quand même de tout le temps comparer le foot et le rugby. Je pense que c'est pareil entre le complet et le saut d'obstacle. Mais malgré tout, dans ce qui me sert, c'est que ça me permet déjà de faire plus de parcours. Sinon, je fais des parcours de CSO en complet. J'en fais pas beaucoup, parce que c'est 7 sorties par cheval par an, que l'autre va en faire une 30aine peut-être. Donc déjà, ça me permet de faire des parcours, donc de m'entraîner. Même si c'est pas la même technique. On a des chevaux un peu plus plats, un peu moins bondissants. Parfois, si c'est après le cross, ils sont même un petit peu... Ils sont en récupération. Ils sont pas fatigués, mais ils sont en récupération. Donc, c'est pas pareil. C'est comme si vous aviez fait un barrage, quoi, la veille, et que le lendemain, vous faites un Grand Prix. Nous, on a fait le cross la veille, qui est un peu l'équivalent du barrage, parce que c'est vite, vous ouvrez vos chevaux, etc. Et en plus, ça dure longtemps. Et le lendemain, vous faites le saut. Donc, il y a quand même des techniques d'experts de la discipline. Moi, je travaille avec Patrick Caron, et avec Thierry Pommel, bien sûr, parce que comme je suis dans la liste de haut niveau du complet et que c'est notre coach de CSO, je travaille aussi avec lui, ou en Knoren également. Donc ça, c'est vraiment des stars du saut d'obstacle. Je travaille plus régulièrement avec Patrick Caron, puisque c'est notre coach ici à la Ribaudière, et on va travailler aussi là où il est, au Haras de Voise. Et donc il est là-bas installé, donc je vais là-bas aussi, il y a un super parcours, ils organisent des concours et tout, donc c'est bien. Il vient également ici, et voilà, c'est une approche différente, qui est très complémentaire finalement. Parfois, voilà, c'est une histoire de personne aussi, d'expérience. Patrick Caron, c'est quelqu'un qui a tenu l'équipe de France pendant 13 ans, ou je sais plus, enfin... C'est un monstre aussi, hein. Donc voilà, on parle de matériel, on parle des similitudes entre les chevaux. Tiens, ça me fait penser à ce cheval-là, et lui, je lui avais fait ci. Et voilà, donc c'est vraiment un effet d'ensemble. Et puis, mine de rien, intellectuellement, comme ça, quand vous sautez des barres à 1m50 et que vous sautez des barres à 1m30 après, vous les abordez pas tout à fait de la même façon. Même si, je vous l'avoue, parfois, il faut que je me fasse un petit lavage de cerveau, parce que ça m'est arrivé au début, quand je faisais du haut niveau dans les deux, de un peu me mélanger et me retrouver à faire des fautes avec mes bons chevaux de complet, parce que je montais un peu trop façon saut d'obstacle, en pensant que le cheval va avoir beaucoup de recul, enfin un peu plus de respect, de recul, etc. Alors que là, non, il est plutôt courageux, beaucoup plus courageux, et lui, il faut lui dire au contraire, lui donner des codes en lui disant attention, il y a des obstacles et tout, et lui dire oui, je fais attention, tu vois, et tac. Alors que le cheval, le CSO, non. Lui, déjà, il fait plus ou moins attention. Voilà, il est jamais ouvert trop, donc... Voilà. Donc, mais c'est intéressant parce que moi j'aime bien me poser des questions, j'aime bien les chevaux, j'aime bien comprendre. Et donc voilà, là je vous en parle parce que c'est mon expérience, c'est ma façon de l'avoir analysé auprès de mes différents coachs. Je pense que l'avenir du complet va être de plus en plus technique. Maintenant on a des tombants beaucoup sur le cross, donc il faut aussi des chevaux qui fassent attention, même aux obstacles de cross. Donc on a évidemment moins de sauts dans le vide de fou comme on a pu avoir il y a une dizaine d'années. Voilà, c'est d'autres chevaux avec une autre méthode je veux dire, ça se fait naturellement. Parce que voilà, c'est comme en dressage au départ, quand ils nous ont changé nos reprises. On passait de 2 épaules en dedans à appuyer tête au mur, changement de pied et tout. On l'a regardé, on dit mais ils nous prennent pour qui? Puis en fait, au bout d'un an, la première année ça a été compliqué. Puis au bout d'un an, je peux vous dire, déjà on se serait fait manger par la jeune génération qui eux étaient des fins dresseurs. Donc... Et je pense d'ailleurs au début de Thomas Carlyle ou Mathieu Lemoine et tout, qui étaient jeunes à l'époque. On a quand même un delta. Et on a bien vu qu'ils nous poussaient que ça arrivait. Astier, tu vois, ça arrivait derrière. Et on s'est dit, faut qu'on se bouge les gars, parce que là, on va avoir du mal à suivre. Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous vous êtes structuré? Parce qu'on le sait, former un cheval de concours complet et l'amener au niveau 4-5 étoiles dans cette discipline, c'est difficile. C'est peut-être même plus difficile qu'un cheval à discipline unique comme le dressage ou le saut d'obstacle, même si les exigences sont juste différentes. Mais comment vous structurez votre travail pour former vos chevaux? Est-ce que vous êtes accompagné aussi en dressage pour essayer... pas de rattraper sur tard, le travail a été fait, mais pour essayer de toujours rester justement presque en avance, d'être aussi en avance sur ce qui va peut-être arriver ensuite, l'évolution de votre discipline. Voilà, par expérience, grâce à Jean-Luc Force, qui est un de mes coachs privilégiés depuis 10 ans, et qui est mon voisin en plus, donc c'est facile de travailler avec lui aujourd'hui. Puis en plus, j'ai l'Equivisio là, depuis 2 ans, donc on peut prendre des cours à distance, je veux dire, c'est hyper pratique, parce que je peux dire à 8h, je suis à cheval, lui, il prend son petit déj devant son ordi, tac, il me fait monter, même s'il est à côté, quoi. Il fait monter vite fait, il fait qu'une demi-heure et puis après il va bosser, tu vois. Donc tout ça c'est assez sympa. Et puis c'était quoi votre question déjà?
Comment est-ce que vous vous êtes structuré pour la formation de vos chevaux ? Donc, on s'est aperçu ensemble, avec Jean-Luc, que en réalité, on ne peut pas faire évoluer une seule discipline. Si vous faites évoluer une seule discipline, vous avez tendance à abaisser les autres. Et pour parler avec d'autres sportifs, a priori, en triathlon, c'est la même chose. Si le mec il développe sa course à pied, il baisse le vélo, il nage plus assez, ou voilà, il est fort en natation, donc il se dit je vais courir et puis c'est tout. Ou souvent c'est l'inverse, ils sont pas bons en natation, un peu comme nous au dressage quelque part. Où globalement, on va dire, le dressage est le point le plus qui nous demande le plus d'efforts en tout cas. Il y en a qui excellent dans ce domaine. Et, quand tu as le bon cheval, de toute façon, franchement, qui est très bon au dressage, tu fais des très bonnes reprises. Mais après, peut-être, tu vas moins vite sur le cross ou tu fais des barres. Enfin, voilà. C'est toute la difficulté. Après, le travail, c'est, encore une fois, moi, je trouve que 1 heure de travail avec ton cheval, c'est 10 heures de travail tout seul, quoi. Et en plus, tu n'es pas sûr d'aller dans le bon sens. Donc... moi, je me suis organisé en me faisant beaucoup épauler. Et donc, le nouveau défi jusqu'à Paris, à partir d'aujourd'hui, et je suis en train de beaucoup, avec toute cette équipe, justement, on est en train de se mobiliser pour trouver les finances nécessaires pour pouvoir s'entraîner à fond. Vous savez, bien sûr, que le sport du concours complet, ou du saut d'ailleurs, ou du dressage, n'est pas professionnel. Il faut forcément faire des cours, vendre des chevaux, travailler à côté pour pouvoir gagner sa vie. Et les chevaux, ça coûte très cher. Donc voilà, si vous êtes comme nous, copropriétaire ou voire propriétaire des chevaux, c'est quand même assez onéreux. Donc il faut dégager pas mal d'argent. Donc le principe, ça va être, grâce au rayonnement de Paris, d'essayer de trouver des solutions pour pouvoir s'entraîner davantage. C'est-à-dire, moi, au lieu de partir 50 ou 100 jours par an pour faire mon métier, que ces 50 ou 100 jours, eh bien, je puisse me faire à m'entraîner avec ces chevaux-là et avec des coachs. Donc ça multiplie finalement les finances, parce que d'un côté, je gagnerai plus cet argent, et de l'autre côté, je vais en dépenser en plus, puisque je serai avec un coach. Donc c'est pas tout ça, c'est le but jusqu'à Paris. Et c'est une volonté. Soit je le fais comme ça, soit je le fais pas, parce que Rio, eh bien, j'avais le cheval vraiment phare, qui excellait dans toutes les disciplines, qui m'a permis vraiment d'arriver là à maturité, après avoir eu des déboires à Londres, où je suis tombé à la dernière épreuve. J'ai raté mon ticket pour y aller, et j'étais d'ailleurs premier remplaçant, et puis finalement je suis pas allé. Ça m'a mis les dents, j'avais la rage grave, et ça m'a donné la moelle de m'organiser, de m'interroger. Après, moi, encore une fois, je suis du genre si j'ai un genou au sol, je suis pas sûr tout seul je me relève. Je crois pas. Je pense qu'il faut quelqu'un pour m'aider à me relever. Donc j'ai toujours une équipe qui est top pour ça, que ça soit ma femme ou des propriétaires ou des coachs qui sont là pour tout le temps me rebooster, me galvaniser. Et puis après, moi, si je vois la lumière rouge au bout du tunnel, moi je fonce. Il y a pas de problème. Par contre, si je l'ai pas, j'ai du mal à me connecter. Toujours est-il que voilà, on a cessé de s'entourer, et donc on a eu Jean-Luc qui m'a beaucoup fait évoluer. Jean-Luc, ça a été il y a 10 ans, donc ça fait un bail quand même, et il m'a dit je lui ai demandé s'il pouvait me faire travailler. Il m'a dit écoute, il faut que je réfléchisse. Il est venu me voir, il m'a dit bon, j'ai réfléchi, ouais, je veux bien, par contre va falloir que tu te remettes vraiment en question, parce que sinon ça matchera pas, quoi. Alors je lui ai dit qu'est-ce que tu veux dire? Il m'a dit parce que je pense que c'est des bases qui te manquent. Mec, j'étais quand même, je venais d'être numéro 1 mondial et tout. Je dis, je manque des bases. Il me dit, toi, tu tricotes un pull, il te manque 4-5 mailles, puis tu continues à tricoter, toi. Mais il dit, quand tu regardes en bas, il y a toujours le trou. Et tu peux pas juste le reboucher comme ça. Il faut détricoter tout, reboucher là et remonter. En gros, quoi. Donc il me dit, ça va être pas facile. Moi, à cœur vaillant, rien d'impossible. Oui, bien sûr, sans problème. Mais à vivre... Donc j'ai un peu souffert, parce que je comprenais tout à fait ce qu'il me disait. Il me disait que c'était sur la bonne voie, etc. Bon. Et à un moment donné, j'avais des contre-performances, c'est-à-dire que je gagnais des épreuves que je gagnais pas, mais je tombais ou je ratais des trucs que je ratais pas, quoi. Mais sauf que le ratio était pas toujours équitable. Parfois, je ratais plus que je gagnais, donc je n'en voulais pas, mais un peu. Voilà. Disons que à ce moment-là, je me posais la question de dire je vais dans le mur ou je reprends l'ancien système, disons ça marchait quand même, tout en sachant que l'évolution, il y a 10 ans, c'était vraiment le cap où le dressage s'est levé en plus. Enfin, donc j'ai quand même eu vachement le doute. Honnêtement, j'ai voulu arrêter. Et c'est ma femme et la propriétaire d'Antébé, Punch, tout ça, Agnès Sellerier, les deux surtout, qui m'ont dit mais nous on le voit, tes progrès, mais nous on les voit vraiment. On comprend que tu sois déçu. Mais fais attention en tout cas de ne pas te faire mal. Mais honnêtement,
on a discuté avec Jean-Luc, t'es pas loin, et ça serait pas bien d'arrêter maintenant. Donc ils m'ont en plus piqué au vif, donc j'ai dit bon, allez, je continue. Et en fait, finalement, 3-4 mois plus tard, j'ai eu un déclic, tout simple. Enfin, tout simple. J'ai eu un déclic. C'est un truc de fou, quoi. Je prends mon premier cheval. Et en général, moi, je monte le premier, celui qui est facile, quoi. Celui le plus facile de l'écurie. Comme ça, je m'échauffe. En même temps, ça me donne envie. Alors que je discute avec pas mal de mes collègues et ils disent, moi, je prends le pire, comme ça, au moins, il est fait, quoi. Moi, non, je préfère le cool. Ça me lance ma journée et tout. Je prends le premier. Putain, bien, quoi. Bien. Je me sens bien, il est bien. Super. Mieux, quoi. Bon, je continue, je prends le deuxième, je prends déjà un moins commode. J'y vais, tout, je fais ma reprise de dressage, tout, merde. Et drôlement bien, j'avais ma cavalière de l'époque, je dis, tu veux pas prendre ton téléphone et puis fais des rushs, là, quand même, faire un trou moyen, un truc, une transition que je faisais pas trop bien avec. Puis après, je prends le trublion de service punch de l'esque, bien sûr, que j'adore, hein, mais qui est extrêmement intelligent et très malicieux. C'est mon binôme. Hein, parfois, je sais pas qui est l'autre. Je crois que c'est celui qui m'a attrapé la capuche quand je suis rentrée dans les écuries. C'est bien possible. Non, c'est vraiment un amour de cheval, mais c'est un testeur. Tu lui laisses un endroit ouvert, il va dedans tout de suite. Il réfléchit même pas une seconde. Il te fait croire qu'il va pas le faire, mais il le fait vraiment. Donc voilà, il faut rien lui laisser passer quelque part. Faut pas le fermer, sinon il aime pas. Faut le mener par le bout du nez, mais intelligemment. Bref. Et donc je le prends lui. Mais quand je te dis nickel, c'est nickel, quoi. Et vas-y, j'ai fait toute l'écurie, j'avais 22 chevaux à l'époque, je les ai tous montés dans la journée, avec des rushs et des trucs et tout. Et je l'ai encore dans mon téléphone, là, j'envoie un message à Jean-Luc avec tous les rushs, enfin avec pas mal de rushs, en disant, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, ils vont super bien, j'y arrive, quoi. Et en plus, je disais à Jean-Luc, et ça le mettait hors de lui, et pourtant il en faut, hein, parce que c'est un mec très patient, je lui ai dit, écoute, quand t'es là, j'y arrive, et quand t'es pas là, j'y arrive pas. Et ça le saoulait, il dit, mais moi je suis pas un bon enseignant si tu me dis des trucs comme ça et tout. Je dis, écoute, je suis désolé, tout. Enfin bref. Et il me disait, mais c'est dans ta tête, enfin arrête, vraiment. Il me dit, je fais le nécessaire pour que tu sois autonome, bien sûr, etc. C'est mon rôle, donc me dis pas ça et tout. Bon bref. Et il m'a envoyé, donc suite à ça, il m'a envoyé un message que j'ai toujours dans mon téléphone. Il m'a mis, t'as mis un pied dans la porte, elle se refermera plus jamais. Parce qu'en fait, t'as ouvert quelque chose. Maintenant, ça t'appartient de continuer, quoi. Et franchement, c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que quelques années plus tard, j'ai été champion olympique et j'ai eu un côté exponentiel de l'amélioration du contact que j'avais avec les chevaux qui a été top, quoi. Ce qui me manquait, il me l'a vraiment comblé. Donc, je lui dois beaucoup à ce monsieur. Et derrière, voilà, ça nous a permis. Il m'a aussi conseillé pour prendre d'autres personnes, pour m'aider. Et là, la nouvelle personne, j'espère en tout cas, et elle m'a dit oui. Ça va être Maxime Collard qui était au jeu et qui était aux Europes, que je connaissais pas beaucoup, de la croisée est sympathique, mais je la connaissais pas. Donc là, je l'ai connu au jeu. En plus, son mari, je l'ai connu quand j'étais au Haras du Pin en sport-études. Donc la boucle est bouclée. Lui, c'est un chuchoteur, si je peux dire. Je sais pas s'il aime qu'on dise ça, mais c'est quelqu'un qui fait beaucoup des débourrages, qui a une approche très éthologique de l'équitation. Donc, c'est vraiment un couple super. J'ai vraiment matché avec eux. J'aime bien sa façon de monter, tout ça. Et je me suis dit, tiens, je travaillerais bien avec elle et lui confierais même des chevaux. Je pense une semaine par mois, je lui dépose des chevaux et elle s'en occupe. Donc, elle m'a dit oui. Donc, voilà, ça va être le nouveau projet. Le but, c'est qu'il y ait une évolution parce qu'on s'aperçoit que notamment les Anglais là ont une suprématie quand même hors norme, et si on les laisse continuer, la marge on pourra pas la combler. Je pense que là ça fait à peu près 3 ans qu'ils ont refait vraiment surface au plus haut niveau c'est normal que ça soit un peu eux, parce que nous quand on est 50 dans les grands nationaux, quoi, eux ils sont 250 et le lendemain ils t'en remettent encore. Et la semaine suivante, il y en a encore un autre. Alors que nous, c'est le mois suivant. Donc, ils sont hyper nombreux. Ils ont beaucoup... Le sport du complet est vraiment très populaire chez eux. Donc, c'est un peu logique qu'ils puissent être vraiment très compétitifs. Mais voilà, nous, on est aussi... nous, on aime bien cette place, en tant que Français, cette place un peu derrière, où on va surprendre tout le monde et rafler la victoire. Comme le veut la coutume, nous allons marquer une petite pause. Je prends juste le temps d'ouvrir cette parenthèse au milieu de notre échange avec Karim Lagouag pour vous rappeler de vous abonner à nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram si ce n'est pas encore fait. On y partage beaucoup de contenu, mais aussi des actualités. Et d'ailleurs, ce week-end, nous serons à Genève pour enregistrer 2 nouveaux épisodes en anglais. Je vous donne des indices. Le premier fera ses adieux à son cheval de cœur sur la piste du CHI, et le second, je sais même pas comment vous l'annoncer tellement moi aussi ça me paraît irréel.
Ce week-end, à Genève, nous aurons l'honneur, la chance et le plaisir de pouvoir enregistrer un épisode avec le numéro 1 mondial. Allez, c'est avec Karim Lagouag que ça se passe aujourd'hui dans Aymone Kestrian et je laisse place à la seconde partie de cet épisode. La transition est parfaite, Karim. Vous avez parlé justement tout à l'heure du fait que vous étiez un cavalier, alors à la fois un cavalier d'équipe et un cavalier qui fonctionnait très très bien sous la pression. Vous nous l'avez montré à Rio, à Tokyo. Quand on a préparé cette interview, on a discuté avec pas mal de cavaliers qui nous ont dit que vous étiez vraiment justement une personne qui se transcendait dans les grandes échéances et à mesure que la pression augmente, que vous aviez vraiment les ressources pour aller sortir une performance. Qu'est-ce que vous en pensez et d'où est-ce que ça vous vient ? Moi, je pense qu'il y a un côté... moi, j'aime bien les gens, déjà naturellement. J'aime bien aller vers les gens. Vous avez un contact très facile. Oui. Ouais, j'ai un bon contact. Non, mais je veux dire, moi, je rencontre une personne pour la première fois. Pour moi, cette personne, elle est super, elle est sympa. Alors après, si je vois qu'il est pas sympa, voilà. Mais je me suis jamais dit, quand j'étais môme et tout, il faut que je me méfie des gens. Voilà, c'est pas dans mon... On m'a pas appris ça et c'est pas dans mon tempérament, je crois. Donc, j'aime bien ce côté... et j'en ai le besoin, quoi, ce côté un peu populaire. Et c'est pour ça, moi, quand il y avait personne dans les concours, j'étais le plus triste du monde. Et quand je suis arrivé au Mondial du Lion, mon vieux, c'est... je volais grave, 42 000 personnes sur le cross, si tu veux, moi, de ouf, hein. J'avais qu'une peur, c'est que mon cheval ait peur du monde, parce qu'il en avait encore jamais vu. Donc voilà, mais en fin de compte, pas du tout. Je pense que ce côté pression... alors j'aurais beaucoup d'anecdotes, hein, je vous le dis franchement, mais ce que j'ai vécu, ce dont je me suis rendu compte à Rio, par rapport à ça, c'est que je me suis aperçu que quand je fais ces épreuves par équipe et que j'ai la pression qui monte dans le paddock, ça monte, tu sens que tu vas y aller, quoi. Et donc tu as forcément une appréhension. Tu es partagé entre l'appréhension de dire j'ai peur et l'appréhension de dire j'ai envie d'y aller. Et en fait, quand j'arrive à la porte et que je vois mes coéquipiers avec qui on a passé du temps, que je connais bien et tout, j'ai l'impression de leur laisser tout le stress que j'aime pas et de garder tout le côté concentration, focus, etc. Et en réalité, maintenant, ce que je dis, parce que je fais de l'incentive pour les entreprises, de l'équi-coaching et tout, donc j'ai aussi vu à travers des gens qui ne sont pas du milieu et discuter en faisant des ponts d'autres choses, que en fait, cet esprit d'équipe, finalement, c'est à ce moment-là qu'il peut aussi te servir. Et finalement, quand tu n'as pas cette boule au ventre qui t'empêche et que tu peux prendre cette pression supplémentaire qui peut te lever au lieu de t'appuyer comme une chape, voilà, ça se travaille bien sûr, mais je pense que ça c'est très important. Moi j'ai toujours été, je dis pas que les autres le font pas, mais en tout cas moi je mets un point d'honneur, encore plus je crois depuis Rio, parce que cette équipe avec Mathieu, Thibaut, Astier et même Nico, qui était remplaçant, eh bien on avait vraiment beaucoup de bienveillance tout le temps pour aller voir l'autre travailler, pour donner des conseils, pour dire un mot sympa. Et même Michel Asseret, Thierry Touzin, quand ils voyaient qu'il y en a un qui galérait ou qui avait des doutes, ils glissaient un petit mot discretos à nous pour dire tiens, dis-lui si, parce que je l'ai vu, il a un peu galéré ce matin, il n'était pas content avec son cheval. Mais il me dit, il est top son cheval par contre. Il me dit, mais moi quand je lui dis, il s'en fout. Tu veux pas lui dire toi. Donc on se glissait des mots comme ça. Au début, on le faisait, voilà, sans se poser la question. Mais quand t'as tout gagné à la fin et que tout le monde te pose autant de questions, tu fais un retour et tu dis tout ça, ça compte. Ça compte d'aller voir les gens, ça compte de t'intéresser à leur vie finalement. Alors c'est la vie sportive, s'ils veulent te raconter leur vie, pourquoi pas. Mais en tout cas, la vie sportive, comment va ton cheval, qu'est-ce que tu as d'autre comme chevaux, qu'est-ce que tu as pensé de ton dressage ce matin, lui te demande, est-ce que tu peux me filmer. Voilà, des trucs entre nous, quoi. Et ça resserre mine de rien les liens. Et ça peut servir, enfin moi en tout cas ça me le fait, ça peut me servir que quand je rentre sur la piste, j'ai tout laissé aux autres. Et je peux vous dire que quand moi je suis sur le bord de piste, je fais des sourires, mais je suis pas bien par contre. Ça faut pas le dire, mais non mais c'est vrai, quand je suis à pied, je suis pas bien. J'ai peur et j'ai la boule au ventre. Et je fais des sourires pour que le mec il voit pas que je flippe. Mais quand je pars, pas du tout. Et celui qui nous avait tous surpris, et ça nous a fait rire au final parce que ça s'est traduit par une médaille d'or. Mais au départ, ça faisait qu'à moitié rire, surtout l'entraîneur. Il y avait eu un souci avec Astier. Je crois que je sais ce que vous avez dit. On en a parlé avec lui. Où Thierry s'était mis devant un obstacle de cross pour lui dire il faut le prendre de biais. Donc il avait expliqué. Nous, on était passé comme il voulait et Astier n'était pas passé comme il voulait. Donc au bout d'un moment, il en a eu marre. Il s'est mis au milieu de l'obstacle.
Et le cheval a été forcé de prendre le biais, mais il a eu très peur de Thierry. Donc il a failli dérober et ça l'a énervé, quoi. Donc il a été voir Thierry Touzin, il a dit écoute, tu fais peur à mon cheval, si demain il dérobe sur le cross, ça sera de ta faute, quoi, ou après-demain, quoi. Et lui il dit ben non, c'est parce que tu prenais pas le bon tracé, ouais c'est ça, machin. Et donc Thierry il a dit écoutez les gars, allez lui dire que c'est rien, que je sais pas, vous inventez ce que vous voulez, mais qu'ils se prennent pas la tête avec ça, il a un super cheval, enfin bon. Donc je suis allé le voir, moi, et les autres aussi, mais moi je suis allé le voir, et il me raconte le truc, bah tu te rends compte, non. Et je lui dis mais écoute, il a dérobé l'obstacle? Il me dit non. Et je lui dis mais t'as pratiquement aucune chance que quelqu'un se jette au milieu de l'obstacle le jour du cross, quoi. Je dis là par contre ton cheval il a eu un peu peur, tu l'as ramené, il y est allé. Je dis au contraire, je pense que tu t'es imposé sur lui, tu vois, tu lui as dit hey, tu dois m'écouter. Et au contraire, je pense que c'est pour un cheval qui a des doutes, effectivement c'était pas bien, mais à mon avis sur un cheval qui a des doutes, Thierry l'aurait pas fait. Je dis pour le tien qui est quand même un vrai guerrier, une petite piqûre de rappel comme ça, je pense que c'est bien. Ah ouais, tu crois ça. Puis en fait, c'est reparti. Hop, il était, tout allait bien, tu vois. Et quand il partait au saut d'obstacle, c'était à ce moment-là pas forcément le plus sûr d'entre nous. Et en plus, il passait à la fin, donc c'est lui qui avait toute la pression. C'était le plus jeune. Dans le passé, il avait eu quelques soucis au CSO avec ce cheval-là. Ça faisait déjà un bon moment que c'était plus le cas, mais on ne sait jamais. À ce moment-là, tu sais pas, quoi. Bon, voilà. Donc Thierry et Michel, on en parle ensemble et tout. Et il dit, vous avez pas un petit mot d'encouragement pour Astier? Donc si, pas de problème. Donc on se voit les trois là. Et puis moi je lui dis, bah écoute, moi je vais lui dire que j'ai jamais vu aussi bien sauter au paddock. Ce qui était vrai en plus. Thibaut dit un message du style, on y croit, franchement c'est top, te mets pas la pression. Et puis le troisième, un truc. Et il arrive au bord de piste et il dit à Michel et Thierry, il leur dit, vous allez voir, je vais faire un beau sans faute. Mais c'était pas le genre à faire ça, quoi. Vous allez voir, je vais faire un beau sans faute. Moi, je vais vous montrer ce que c'est pour l'équipe, quoi. Putain, il est parti. Thierry s'est retourné vers nous. Il a dit, je crois que vous y êtes allés un peu fort, les gars. Quand même. Et alors, il nous a confié parce qu'on a ressorti cette anecdote et je crois que le truc, c'était qu'il avait dit qu'il allait la ramener, la médaille, un truc comme ça. Et il nous a confié qu'il ne se rappelait pas du tout avoir dit ça. Qu'il était transcendé à ce moment-là. Exactement. Dans une bulle, ouais. L'état de flow. Hein, c'est ça, ouais, absolument. Et sachant que, en fait, lui, il a fait un parcours vraiment. Enfin, vous pourriez vous le repasser, ce parcours de CSO. Il était magnifique. Magnifique. Le cheval a sauté super. Il était d'une aisance incroyable. Toutes les distances super bien, machin. Et après, vous aviez l'individuel où il ressautait les mêmes obstacles, un peu plus haut. Et il y en avait 3 ou 4 ou 5 de moins. Et franchement, il a beaucoup moins bien monté, beaucoup moins bien. C'est vrai, hein. Donc c'est pour ça que je vous dis que... bon, déjà, il y a eu l'assurance d'avoir une médaille. Peut-être il y a un peu de relâchement, c'est bien sûr. Mais aussi, nous, on était avec lui, mais c'est plus pour ta pomme quelque part. Et vous voyez, c'est là où je veux en venir, où c'est un peu différent, je crois. Et il y a beaucoup de gens qui font soit ça, soit exactement l'inverse. Que ça soit Marc Todd et encore un néo d'ailleurs, les pauvres. Le premier coup, c'était Marc Todd à Rio qui fait 4 barres, avec un cheval qui saute bien. Il fait 4 barres pour l'équipe et il fait sans faute pour l'individuel, qui est 5 de plus. Et un cheval qui est fatigué, il ne fait pas sans faute dans le deuxième. Et Tim Price. Ouais. Tim Price, bon, pareil, il s'effondre. Et tu t'y attends pas. Il avait déjà fait plein de parcours avec ce cheval-là. Donc, encore une fois, ça peut être écrasant quand tu as une responsabilité, comme ça peut te porter, quoi. Et c'est pas si facile. Et je pense qu'en France, on est quand même assez bon là-dedans. Et ce sourire dont vous parliez, vous ne l'avez pas que à l'entrée de piste et pas qu'avec les autres. Et d'ailleurs, pas que quand tout se passe comme prévu. J'ai souvenir cette année à Tokyo de vous voir dans l'épreuve de jumping. Rentrer dans la combinaison, peut-être pas avec la meilleure distance que vous auriez voulu avoir. Et sortir de piste avec cette faute, mais un sourire sur le visage. Vous aviez quoi en tête à ce moment-là? Qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit comme pensée pour montrer autant de joie malgré quelque chose qui aurait pu vous frustrer énormément? C'est une distance qu'on n'a pas envie d'avoir en finale de Jeux Olympiques. Alors, pour tout vous dire, il y a quand même un côté négatif, bien sûr, là-dedans, qui est que pour moi, je me suis pas battu à fond, quand même, contrairement à Nick Touz, par exemple, Nico, qui lui a rien lâché. C'est quoi son surnom? Nick Touz. Nicolas Touzin. Et lui, vraiment, il a rien lâché, il est resté comme ça jusqu'au bout et tout, et pas moi. Moi, cette épreuve individuelle, j'avais un cheval qui volait, honnêtement, il volait. Et j'ai fait ça un peu facile. Et je m'en suis, si vous voulez, voulu.
Et donc j'ai appris quelque chose qui est de se dire on ne lâche jamais rien, même parce que là finalement c'était drôle, mais j'aurais pu faire mal à mon cheval. Donc là c'était plus drôle. Donc on peut avoir ce retour-là, et donc ça ne m'arrivera évidemment plus jamais. Mais il s'était pas fait mal. Il m'avait bien tiré les fesses quand même. Merci mon doudou. Et j'ai souri en disant, alors il y avait une satisfaction d'avoir la médaille évidemment par équipe, où j'étais très fier. Et c'était un sourire moqueur de moi-même finalement. Il y avait beaucoup de ça quand même, en disant quand tu veux, quand t'as pas envie, t'es vraiment nul quoi. Voilà, c'est un peu ça quand même. Et aussi les personnes qui m'ont beaucoup encouragé quand même en sortant, parce qu'il n'y avait pas de public, mais je crois qu'il y avait 40 personnes qui faisaient plus de bruit que tous les gradins réunis. Et ça m'a plu, quoi, aussi. Voilà, ils m'ont reboosté tout de suite. Et j'ai eu envie de me marrer, finalement. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose à laquelle je pense comme ça. Le fait qu'il n'y ait pas eu de public à Tokyo, et vous nous l'avez dit que vous nourrissiez beaucoup des autres. Est-ce que vous l'avez appréhendé en amont ou vous y aviez réfléchi à ça ? Alors oui, j'avais beaucoup réfléchi. Alors je ne connaissais pas exactement la façon dont allaient se dérouler les journées. Mais finalement, ça a été assez cohérent pour moi, puisque le matin, on partait assez tôt pour monter, puisqu'entre 11h et 15h, il n'y avait pas la possibilité de monter les chevaux à cause de la chaleur. Donc on partait le matin, on faisait notre travail, on repartait au village olympique et on revenait après-midi, enfin après 15h ou 16h on va dire, ou 17h, pour travailler à nouveau les chevaux, voire plus tard, parce que comme il y avait des épreuves en nocturne, eh bien on venait le soir pour machin. Donc tout le milieu, on s'ennuyait pas, mais on était au village olympique et ça permettait de faire des Skype, des vidéos, de regarder un peu les réseaux et tout, que j'ai pas du tout fait par exemple à Rio. J'ai pas du tout suivi les réseaux à Rio. Là, je les ai beaucoup suivis. Donc il y avait un peu un contact avec la famille, avec les êtres humains, quand même. Ça a un peu, je trouve que ça a quand même compensé. On a passé aussi beaucoup de temps entre nous et il faut dire que j'ai raconté beaucoup de blagues, hein. J'ai un gros carnet, j'ai un super répertoire de ouf. Donc au début, ils se sont un peu foutus de moi pendant la prépa, parce que j'avais déjà commencé à la prépa de Granville, évidemment. Et tout le monde disait, quand tu racontes une histoire, mais levez-les un peu les yeux au ciel. Mais à la fin j'ai dit, bon, plus soft quand même à Tokyo, bien sûr. Et on m'a demandé. Tous les soirs, il y avait le petit rituel en sortant du restaurant pour aller au village. C'était la blague, voire plusieurs. Alors, il paraît qu'elles n'étaient pas toutes bonnes, mais il y en avait des très bonnes quand même. Et on a beaucoup ri. Franchement, on a beaucoup ri. Et je crois que moi, j'ai spécialement beaucoup ri en voyant la tête de Nico qui parfois était presque gêné parce que je parlais fort et il y avait d'autres athlètes qui entendaient la blague en même temps, quoi. Et lui, c'est pas qu'il était gêné, mais ça le saoulait un peu, tu vois, parce que c'est pas dans sa nature du tout. Il aime pas, c'est un mec très discret, tu vois. Donc à ce moment-là, quand on se tape la fiche, comme on dit, à lui, il aime pas ça, quoi. Donc il était là, il se cachait la tête et tout. Et je crois que ça me faisait encore plus rire finalement. Ou même Christo, qui est aussi assez feutré, hein, mais ou Thierry Touzin, voilà, c'est un peu le trio, on va dire, des personnes assez réservées, et Michel Asseret, effectivement, et Thomas, qui sont un peu plus allez dans votre jeu. Voilà, allez dans mon jeu. Donc, si il y avait une espèce d'aura comme ça, très, très amusante, très sympa dans toute cette préparation. Et aussi, je le fais volontairement parce que je trouve qu'il faut avoir aussi un peu de légèreté dans ces moments-là. Pas avoir une concentration du matin au soir en permanence, parce que peut-être on peut un peu craquer à la fin. Alors que là, bon, c'est vrai que j'en fais peut-être un peu des caisses, mais parce qu'à la fin, dans le bus et tout, on s'est quand même bien régalé. C'était violent, hein. Dans le bus, j'ai fait fort. Mais vous savez qu'à la fin, on me demandait, que ce soit Sophie Dubourg, Michel Asseret, tout ça, ils me demandaient à la fin. Parce qu'en fait, je l'ai fait au bluff. À un moment donné, je sais pas ce que c'était, le soir du cross. Et il y avait Lara de Liedekerk, qui avait bien couru aussi, mais qui était au téléphone, qui parlait assez fort et qui avait un problème à l'écurie, ou je sais plus ce qu'il y avait, je sais pas, enfin elle râlait. Et en fait, quand elle a eu fini de raccrocher, j'ai raconté 2-3 blagues où je voyais tout le monde qui se dit qu'est-ce qui va sortir. Donc, et en fait, je lui ai dit, Lara, elle était 2 sièges devant, et donc tu as tous les gens qui sont dans le bus, et elle disait, Lara, ça t'ennuie si je te fais une histoire belge? Et elle se retourne, elle savait pas si c'était de l'art ou du cochon. Alors, c'est quelqu'un aussi de très sympa, et il n'y a pas de problème. C'est que c'était bienveillant, c'est pas dire un truc horrible, évidemment. Et donc, j'ai fait cette histoire et tout le monde se tairait, quoi. Et en fait, le fait est qu'elle a trouvé ça drôle aussi.
Et donc tout le monde s'est marré. Et alors après, le truc c'était allez, l'histoire dans le bus et tout. Enfin bon, voilà. J'espère qu'on sera invité à C'est Paris. rigolo. Ouais, j'imagine. Il y aura moins de bus normalement. Ouais, c'est sûr. On va peut-être se rapprocher de la fin de cette interview. Là, aujourd'hui, ce que j'aimerais vous demander, c'est dans quel état d'esprit vous êtes. On est en train de clôturer cette année olympique. On est à 3 ans de Paris et on a vu que vous nourrissiez beaucoup d'espoir, beaucoup d'envie aussi pour ces Jeux olympiques à domicile. Comment vous vous sentez ? Qu'est-ce que vous essayez de mettre en place à l'instant T pour essayer de continuer de vous challenger, de progresser et d'aller chercher peut-être ce nouveau rêve encore olympique ? Alors on a créé un nouveau programme parce qu'on avait un peu fait un quart de tour après Rio pour essayer de rendre l'équipe plus performante, d'avoir des nouveaux chevaux, d'avancer vers Tokyo qui était très incertain. Hein. C'était quelque chose de très peu palpable, hein. Ça a été décalé d'1 an, on pensait que ça n'aurait jamais lieu, on ne pouvait pas s'entraîner, enfin, c'était quand même un peu la misère. Mais on avait quand même décidé d'être très épaulés, on a vite relancé quand on a pu reprendre nos marques en compétition, etc., même à huis clos. Et là, on refait à nouveau la même chose. Je crois que c'est parti encore beaucoup plus fort. Paris rayonne d'une manière vraiment très puissante en France actuellement, avec, je pense, un peuple entier qui a envie que Paris, avec les travers qu'on peut, quand Emmanuel Macron, notre président de la République, nous a dit « je veux plus de médailles ». J'ai vu d'ailleurs qu'une seule équipe avait mis Monsieur Macron, ils avaient 2 médailles, une en or, une en argent, en disant Monsieur Macron, pour avoir l'or, il nous faut de l'argent. Donc c'était bien envoyé quelque part, parce qu'en disant c'est gentil de machin. Mais voilà, il y a aussi le fait de populariser vraiment cet événement. Moi je sens vraiment que le peuple français a vraiment envie qu'on gagne, que les gens gagnent, qu'il y ait des médailles, vraiment. Je pense que c'est très important pour la population. Donc, il y a beaucoup de motivation autour de ça. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est évidemment le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent. Donc, il va falloir réunir une somme pour s'entraîner. C'est vrai qu'on voyait les Allemands, les Anglais, les Australiens, certains Australiens et tout, ils ne font que ça. Ils s'entraînent. Et ils n'ont pas de métier à côté. Voilà. Moi, j'adore donner des leçons, j'adore les gens, etc. Mais honnêtement, dans ces 3 prochaines années, il faudrait que j'en fasse moins quand même pour pouvoir passer plus de temps sur mes chevaux et encore une fois, plus de temps avec des entraîneurs. Parce que du temps tout seul, c'est intéressant bien sûr, on connaît plein de choses et on est capable. Mais un œil extérieur, c'est quand même autre chose. Donc je voudrais vraiment pouvoir carrément en arriver là, même si je ne gagne pas. Parce que si c'était gagné d'avance parce que tu t'entraînes, tout le monde gagnerait. Il faut que toutes les planètes soient alignées, il faut que ce jour-là, peut-être tu sois meilleur, peut-être que les autres ne soient pas meilleurs. On ne sait pas comment, mais en tout cas que je n'ai aucun regret. Je n'aimerais pas, je serais très frustré de me retrouver, aller à Paris un peu dans le même registre que ce que j'ai fait un peu là, même sans critiquer. J'ai aucun regret parce que déjà j'ai eu la médaille 2 fois, donc j'ai aucune raison d'avoir des regrets, loin de là. J'aurais pu avoir une plus belle, mais j'aurais pu surtout ne pas en avoir, donc... J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire 2 fois. J'aimerais le faire une 3e fois dans mon pays avec une organisation hyper pointue, hyper exigeante. Aujourd'hui, je n'ai pas les moyens, moi, personnellement, de le faire. Par contre, en étant épaulé, bien sûr que j'en ai les moyens. Donc, c'est vraiment une structuration autour des grosses d'entreprises. Parce qu'il n'y a pas de belle ou de grosse. C'est celui qui te donne de l'argent, finalement, qui est celui qui défend les valeurs. S'il le fait, c'est pas pour te faire plaisir. C'est pas que, en tout cas. C'est aussi pour en retirer quelque chose, une histoire. Et il faut aujourd'hui aussi et moi, je le vois, parce que quand je vois mon fils au foot ou quand on fait des trucs comme ça, t'as des gens qui savent parler, qui t'emmènent dans leur truc. C'est vrai. T'as un prof, il parle de ton fils et ok, c'est un comme les autres, quoi. Puis t'en as un, il te parle du même fils, mais il te dit, il a un truc, ça te vend du rêve. Alors en plus, c'est ton fils, mais je veux dire, même pour d'autres choses. Et moi, je pense qu'un cavalier ou une cavalière ou quelqu'un qui le représente, ou je sais pas, il faut qu'il y ait une aura là-dessus, qu'il y ait une façon d'exprimer, parce qu'on a tellement... Aujourd'hui, semble-t-il, moi je suis dans le sport, donc les émotions, je les ai. Mais semble-t-il que pour les personnes qui travaillent dans un bureau, qui ont un autre métier, dans le sport, ils peuvent vraiment avoir des sensations qui sont inégalables. D'essayer d'en parler correctement, de faire vivre cette passion que l'on a,
mais de la faire sentir, pas que la dire, de la faire sentir, et montrer que cet animal, le cheval, c'est un animal hyper captivant. Moi maintenant je fais de l'équi-coaching, même pour vous dire, je coach des grosses entreprises. Moi avec le groupe Total, avec Vivendi, avec Médiamétrie, TF1, enfin c'est un truc de malade quoi. J'avais des mecs, c'est des polytechniciens, des trucs, et ils sont bluffés de l'espace quoi. Pour nous c'est entre guillemets évident, et encore on apprend aussi plein de choses parce que c'est très à pied, c'est très sur le management, et d'un seul coup le mec il dit on va développer les soft skills, le leadership. Pour moi c'est du japonais. Et encore maintenant, je suis expert en japonais. Hein, mais voilà, j'ai beaucoup appris grâce à ça. Et je me suis aperçu de ce qu'on pouvait procurer, en fait. Et de ce que le cheval, surtout, il est capable de procurer aux gens, qui est un animal incroyable. Lui, il détecte ton rythme cardiaque à plusieurs mètres. Il peut calculer ton niveau de stress. Il te scanne d'une façon qui sait si t'es un problème ou si tu ne l'es pas. Enfin, je veux dire, ils sont hyper instinctifs, ils sont très très forts. Ils ressentent les choses. Il y a une mouche qui se pose n'importe où sur le corps, il est capable de faire trembler le moindre millimètre carré de son corps. C'est un animal extraordinaire et il faut vraiment qu'aujourd'hui en parler. Il faut dire on va à Paris, ça sera à Versailles. C'est beau, c'est une vraie... Enfin voilà, je parle du sport d'une manière générale d'ailleurs, que ça soit l'équitation ou autre même. Parce que franchement, quand tu vois le mec, il devrait gagner la course, il s'arrête, il ramasse le type pour qu'il le fasse gagner et tout. Franchement, moi, ça me met les poils de ouf, quoi. Je me dis, le mec, c'est beau, quoi. Enfin, je sais pas, même s'il n'a pas gagné, pour moi, c'est un esprit qui est extraordinaire. Et d'ailleurs, où notre porte-drapeau qui se pète, double fracture tibia-péroné, on s'en souvient encore, Samir Al-Saïd, qui, à Rio d'ailleurs, et qui, derrière, dit, mais arrêtez de me filmer, moi, je veux regarder mes coéquipiers, etc. Et que le gars est devenu une star. C'était déjà une star, mais de l'espace quoi. Enfin le mec c'est devenu un youtubeur quoi, de dingue, alors qu'il voulait pas du tout. Et donc ça l'a propulsé même lui-même. Ça lui a donné encore plus la volonté de s'entraîner, parce qu'il a montré ce que c'était que les vraies valeurs, et ça lui a même montré à lui-même ce qu'il représentait quoi. Je pense que voilà, il faut aller sur ce terrain-là vis-à-vis de la population, parce que nous on est entre guillemets restreint dans notre milieu actuellement, qui est déjà très vaste bien sûr. Mais aujourd'hui, grâce à Paris, je crois, on est beaucoup plus sur une population beaucoup plus importante et il faut y aller. Parce que, voilà, par expérience, évidemment, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'échecs. Mais à la fin, si 10 fois tu t'es fait, entre guillemets, rembarrer, mais que tu repars avec un partenaire fidèle qui va pas que te donner de l'argent, il va te montrer qu'il croit en toi, il va faire partie d'une équipe et tout. Donc voilà, je pense que je pense que c'est l'avenir jusqu'à Paris, et c'est vraiment là-dessus que je mise. Hein. Nous, on cravache, si je puis dire, comme des malades pour essayer d'avoir le plus de monde autour de nous et me permettre, encore une fois, de m'entraîner. Et tout le monde est motivé ici, que ce soit ma femme, mes propriétaires, Arnaud Camus qui a l'académie, qui a inventé l'académie Equi-Coaching, Jean-Luc Force, Guy Bessa qui est mon coach physique et mental, qui est un mec extraordinaire, il est propriétaire de quasiment tous mes chevaux. C'est invraisemblable, enfin je veux dire, copropriétaire bien sûr, nous le sommes aussi, et j'en passe. Jean-Michel Roudier, il a jugé les jeux en dressage pur, et il adore qu'on travaille ensemble quoi. Moi je pensais que je l'intéresserais même pas. La première fois que je l'ai appelé, je me suis dit bon, il va me faire travailler avec Triton Fontaine, qui est quand même pas les allures de Totillas quoi. Et ben, pas du tout, il adore, il aime bien l'esprit, il me dit on peut vachement progresser, j'ai plein de trucs à te dire, avec l'œil du juge, tu vois. Et puis j'en passe, Serge Cornu, Thierry Pommel, Patrick Caron. Tu vois, c'est vraiment cette force aujourd'hui, je crois, qu'on a en nous, qui fait que ça va nous hisser, en tout cas je le souhaite, jusqu'à Paris. Et voilà, peut-être avoir encore un autre cheval. Aujourd'hui, j'en ai déjà 4. Hein, c'est déjà super. Moi, je suis ravi. Alors, ils n'ont pas tous passé le cap du très haut niveau. Hein. Pour l'instant, il n'y a que Triton. Embrun nous a montré de très belles choses là au Lion d'Angers. Et voilà, j'ai Dream de Viève et Eton de Hus, avec qui je vais créer une vraie complicité jusqu'à Paris. Donc, championnat du monde l'année prochaine, je vous donne rendez-vous avec Triton Fontaine, hein, parce que ça sera lui le fer de lance pour cette année, pour l'année prochaine, à Pratoni del Vivaro. Ensuite, championnat d'Europe 2023 au Haras du Pin, chez nous. Donc, je peux vous dire, en plus, je suis un petit pain, comme on dit. Moi, j'ai fait mes études là-bas. Donc, attention, je vais avoir les dents pour y aller. Et là, j'aurai 4 chevaux. Là, j'espère, en tout cas, peut-être même plus. Et ensuite, les Jeux Olympiques, évidemment. Vous l'avez bien compris. Je vois que vous êtes motivés aussi pour
pour que vous l'avez en tête. Nous, on l'a en tête, évidemment. Vous l'avez en tête. Évidemment. Et en tout cas, je vous remercie parce que vous aussi faites le nécessaire pour populariser notre sport, que ce soit du dressage, du complet, du handball. C'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on en parle et bien, c'est-à-dire de montrer, encore une fois. Moi, je me souviens, c'était en 2016, comme on venait d'être médaillé, Kamel Boudra m'avait demandé d'aller à Auteuil pour aller avec eux commenter un peu les courses. Et en fait, c'était pas tout à fait ça. C'était en réalité, comme en complet, on a la réputation d'être des gros soigneurs de chevaux. Eh bien, il avait dit, qu'est-ce que vous avez vu, Karim, pendant ces courses Je lui ai dit, j'ai vu des chevaux refroidis tout de suite après l'arrivée, j'ai vu des chevaux chouchoutés, parce que là, il y avait beaucoup de gens qui disaient, il est foutu au placard, et voilà. Donc, c'était pas vrai, évidemment. Donc, moi, j'étais là pour faire ça. Donc, pareil, à ce moment-là, je me suis dit, tu vois, on a un message aussi à porter. C'est-à-dire entre le cheval qui est seul dans son pré et parfois on peut se poser la question quand même, honnêtement. Parce que je dis pas que d'être enfermé, c'est une bonne chose. Bien sûr, il y a plein d'idées maintenant. J'ai vu que Kevin parlait des écuries actives, etc. Est-ce que c'est compatible avec le niveau Déjà, si les questions se posent, c'est sain. Exactement. Si le haut niveau se pose la question aussi, c'est sain. Mais encore une fois, ceux qui sont populaires, qui passent à la télé, qui sont dans les médias, forcément, ils sont toujours un petit peu plus en vue et peut-être un peu critiqués aussi, encensés d'un côté, critiqués de l'autre. Et ce qui est important, c'est que les personnes qui ont le cheval chez eux, qui ne sont pas forcément dans des clubs ou des clubs où ils ne font pas très attention, qui n'ont pas toutes les normes, c'est eux qui parfois exagèrent un peu et qui ne font pas la bonne publicité parce qu'ils ne savent pas. Voilà. Nous, c'est pas pour rien, quoi. Faut qu'il y ait un équilibre. Enfin, c'est évident que le cheval il doit avoir un équilibre mental, physique, mais au top niveau, quoi. S'il n'a pas envie à fond, s'il part au travail avec les oreilles comme ça, non. Et je vous l'avoue, il y a 20 ans, je ne pensais pas ça. Moi, mon cheval, je ne m'occupais pas s'il était heureux ou pas d'aller dans la carrière. C'était pas le moment. C'était au travail après. Je dis, tiens, il a l'air moins bien. Maintenant, quand on va au box, déjà, on essaye de ne pas les surprendre. Quand on les sort, tu vois, on les balade toujours un peu avant pour qu'ils aient toujours envie d'aller. On donne des récompenses que dans les endroits où ils travaillent pour qu'ils aient envie d'aller. Et ils aiment ça, ils sont contents comme tout. Là, maintenant, il faut faire gaffe parce que quand j'ai fini un parcours sur la carrière, ils s'arrêtent et ils cherchent celui qui donne des bonbons. Donc là, le pire, c'est Embrun. Il me fait honte. Franchement, il me fait honte. C'est un crevard. C'est un crevard. Franchement, et au Mondial du Lion, je te jure, il sort du parcours et il chope la steward à la sortie, comme si elle lui donnait un truc, tu vois. Elle avait son cahier pour ouvrir la barrière, tu vois. Il l'a gaulé, il lui faisait les poches et tout. J'avais honte. Je dis, je vous promets, normalement, il fait pas ça. Une petite pièce, s'il vous plaît, un petit sucre. C'est ce qu'on répète souvent. Là, je répondais juste sur ce que vous avez dit avant. Même si on n'a pas toujours toutes les réponses, au moins, on essaye de les poser. Et c'est ce qui fait un peu avancer le débat aussi. Donc, c'est important. Puis il y a des gens, franchement, moi, je me suis délecté d'écouter Kevin encore, honnêtement. Hein, j'ai écouté, ça m'intéressait. Patrice aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses. On va vous recommander Andy Booth. Andy Booth, je connais très bien. L'épisode était moi vraiment parce que génial. j'ai ma fameuse interview en anglais à l'ERM de je ne sais plus où. On va l'écouter. À chaque fois qu'il me voit, et Thomas Carly, je t'en parle pas. Il m'appelle The Ambiance. Donc c'est pas pour rien, vous verrez pourquoi. Et à chaque fois que je le croise, il me fait The Ambiance. Bon, Karim, je pense qu'on reviendra faire un épisode 2. Parce qu'on avait vraiment énormément de questions. Bon, on n'a pas parlé de préparation mentale, préparation sportive. Là, je veux dire, j'ai vachement de trucs à dire. Et qui coaching, mais on reviendra. Merci beaucoup, Karim. À bientôt. Et puis nous, on vous souhaite le meilleur pour la suite. Demain matin au Mans. Et on se voit demain matin au Mans. On se voit demain matin au Mans. À 8h30, moi je suis dans le manège. Exactement. Merci. Merci à vous. La semaine prochaine, nous serons en compagnie de Julie Ulrich. Et attention, cet épisode-là est fourni en énergie et en anecdotes. Je vous dis à dans 15 jours sur I Am an Equestrian.